Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Martigues Décrypte, l'émission Le Son du Peuple. Aujourd'hui, on va poser quelques questions à Philippe Pujol. Dans le dernier volet de sa trilogie sur le trafic de stupes à Marseille, Cramer les enfants du monstre, le journaliste, fait diversifié, documentariste et écrivain s'attaque cette fois au dernier maillon de la chaîne, les esclaves du shit. Vous avez pu entendre sa conférence, qui est disponible encore aujourd'hui sur toutes les plateformes dans Martigues Décrypte, Le Son du Peuple, Les Cramer, les enfants du monstre, à réécouter, 1h20, ultra intéressante, et vous avez été plusieurs à nous en faire le retour, et je vous en remercie. Après cette conf, on vous propose aujourd'hui 2-3 questions à Philippe Pujol, avec un développement sur ces rouages du trafic, ces brûlés du trafic, ces cramés de la vie. Allez, on écoute. Philippe, bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le lien que tu peux faire entre la prostitution et effectivement ces trafics, ces organisations criminelles qui se déroulent autour du trafic de drogue? Oui, en plus c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je ne comprends pas qu'on ne trouve pas de solution et je suis reçu dans un mois par la défenseuse des droits à Paris et je vais y aller que sur ce sujet. Je ne veux pas raconter tout ce que je viens de dire là, je ne vais pas le lui dire. Elle a calé en mes livres, mais je vais lui raconter uniquement ce que je vais vous dire maintenant, parce que pour moi, il y a une urgence absolue. Au moment du confinement, qui a été un moment où il y a eu un changement radical, hein, le confinement a fait beaucoup de choses. Donc confinement, pendant que les écrivains parisiens étaient heureux d'avoir du temps pour eux, pour se recentrer sur eux-mêmes et écrire des livres qui vendent maintenant, dans les milieux populaires de la France entière, on s'est retrouvés à toute la famille dans des petits appartements. Il faut savoir que dans beaucoup de quartiers populaires, il y a beaucoup de familles, pas toutes, beaucoup de familles où il y a le système du lit chaud, c'est-à-dire que la journée, le petit est au collège et papa dort. Le soir, papa travaille et il va dans le lit du petit. Et en fait, il y a toujours quelqu'un qui dort et de la même manière, on fait toujours à manger, et voilà, etc. Alors, pour moi, ça fait des jolis films, c'est bien dans les livres, mais la réalité, c'est que c'est une vie compliquée. Et quand il y a eu le confinement, ils se sont tous retrouvés ensemble. Et quand il y a eu le confinement, il y a eu deux phénomènes. Enfin, il y a eu un phénomène qui a donné deux directions. J'ai envie de dire presque comme partout, y compris dans les milieux plus favorisés, classe moyenne et même bourgeois, ça s'est un peu engueulé quand même. Hein. À la maison, quand tu vis les uns sur les autres, ça s'engueule. Et quand il y a des ados, c'est compliqué. Et on est en train de parler que des ados depuis tout à l'heure. Et puis vous vous occupez que d'ados finalement. Donc quand il y a des ados, c'est compliqué. Il y a eu deux phénomènes. Les garçons sont partis. C'est-à-dire quand il y a de la violence verbale et physique dans les foyers, parfois c'est les gosses qui tapaient les parents, souvent c'est les parents qui tapaient les gosses. Donc quand il y avait cette violence-là, les ados s'en allaient. On tolère que l'ado se casse, il s'en va. Et là, ils ont été recrutés dans des réseaux de stupes, dans des squats, principalement du centre-ville, dans des réseaux de très faible puissance, vraiment des réseaux qui étaient en survie, qui allaient mourir justement à cause du confinement. Et là, on a pris ces minots qu'on payait au sandwich. C'est tout, on te payait à bouffer un petit peu. Quand je dis au sandwich, pour les mieux, hein, sinon on te donnait un peu à bouffer, un peu à boire. Tu restais dans des squats dégueulasses, c'était plein de punaises, piqué par des punaises de lit. Enfin, vraiment là, une vie compliquée pour ces jeunes. Là, vraiment... détresse morale, détresse mentale. Si vous avez des gamins qui sont passés par là, ça laisse des traumas. Et c'est ceux qui, parfois, vont devenir violents, vont devenir des salopards. Et en même temps, il y a les filles. Les filles, on ne les laisse pas partir. Les filles, dans les foyers, que ce soit dans le milieu musulman ou autre, ça n'a pas vraiment de changement. On ne les laisse pas partir parce qu'il y a toujours la peur du viol. Donc on la laisse pas partir, on la rattrape dans l'escalier si elle s'en va, on laisse partir le garçon mais pas les filles. Et donc on continue à taper dessus, les filles elles se sont fait taper dessus. Et quand elles se font taper dessus, au bout d'un moment on les place en foyer. Donc augmentation exponentielle de placement de jeunes filles en foyer. En fait c'est la période où justement... on a poussé au maximum les vulnérabilités et l'endettement des jeunes dans les quartiers, dans les réseaux de stupes. Il y a eu tous ces gamins qui se sont échappés de leur domicile. Et souvent, il y avait l'endettement. Et donc, un gamin qui est endetté, une des solutions pour lui de faire rentrer des sous, c'était de faire travailler la copine. Déjà, trouver une copine et de faire travailler la copine. Et donc,
généralement, ça passe par le système dit du Loverboy. C'est le nom qu'ils ont donné. Le Loverboy, c'est le minot qui, beau gosse, hein, souvent, hein, c'est le minot de quartier un peu, là, qui parfois il a un peu de sous, ou en tout cas il investit pour que ça paraisse bien, et qui va attraper une fille avec ça. Souvent il va la pâter avec de l'argent, hein, avec de l'argent, un sac, une promesse. Bon, parfois ça peut être sincère aussi, ça peut être des vraies relations, mais c'est de plus en plus rare. Et il va la faire culpabiliser. C'est-à-dire, moi, le réseau, je dois 4 000 euros. Si tu ne travailles pas pour moi, il me tue. Et c'est ta faute. C'est toi. C'est toi qui me tue. Si tu... et après, il y a aussi l'autre phénomène important, le protoxyde d'azote, les bonbonnes. Les bonbonnes, le protoxyde d'azote, c'est un fléau absolu. Plutôt les filles qui en prennent, mais il y a des garçons aussi, mais plutôt les filles. Fléau absolu, énorme. Là aussi, il faudrait avoir une action massive au niveau national, pas au niveau local. Au niveau local, on peut rien faire de particulier. C'est un phénomène national. Et donc, parce que là, tout le monde en prend, hein, de ça. Le protoxyde d'azote, tu en vois partout des bonbonnes tout le temps. C'est terrible. En fait, j'en ai pris pour le livre, c'est rigolo. Tu mords de rire. Tu as les oreilles qui te chauffent, tu as la tête toute chaude, tu rigoles. Tu sais pas pourquoi, mais tu rigoles vraiment. C'est sincère, ça fait du bien. Tu rigoles. Et ça s'arrête au bout de 15-20 secondes. Donc, c'est pas long. Hein. Donc, tu reprends une deuxième fois. Et là, la deuxième fois, j'ai senti que c'est du lourd. Que c'est, c'est de l'éther, en fait. Vous sniffez de l'éther. Et en fait, quand tu en prends tout le temps, tu perds déjà un peu de réflexion, beaucoup même, et tu perds aussi toute notion de la douleur, ici, de là, et c'est pas grave, faire 2-3 fellations, c'est pas grave, c'est bon, je passe après. Et après, il y a la première passe, et la deuxième passe, et c'est bon, c'est un peu dur, mais au bout de 5-6 passes, c'est bon. Et en fait, les filles, elles finissent par travailler, après font travailler les copines. Et parfois, elles deviennent proxo sans même savoir qu'elles deviennent proxo. Parce qu'elles sont souteneuses dans le sens où elles trouvent l'appart, elles prennent les sous, elles distribuent. Souvent, ces filles ne sont pas payées. Les loverboys récupèrent les sous, les payent en sandwich et en promesse, on tape sur l'épaule. Ouais, tu vas voir, prochainement demain, tu vas, je me refais, après tu te fais la fortune, tout ça. Et elles sont dans des foyers. Les foyers, le soir, à 21h, normalement, les éducateurs s'en vont. Les éducateurs, ils essayent de rester, mais pas tous les soirs. Vu ce qu'ils sont payés, ils ne peuvent pas. Puis bon, il faut bien qu'ils dorment de temps en temps, et donc ils finissent par partir. Et celui qui tient le veilleur de nuit, quand il a les dealers qui tapent à la porte, avec une tête de méchant, parfois des armes, et de l'autre côté, des filles qui prennent un coup de chaise, la porte blindée pour sortir, il finit par l'ouvrir la porte. C'est trop compliqué. Il l'ouvre et les filles vont travailler. Elles vont dans des squats. Et moi, je raconte dans mon bouquin ces squats sordides. C'est vraiment des lieux sordides. C'est pas du tout. C'est vraiment une prostitution de bas niveau. Les petites ont entre 13 ans. Il doit y avoir des 12 ans, mais c'est pas. Entre 13 ans et 16-17 ans. Voilà, c'est vraiment des gamines, bagodants, connes comme des gamines. Hein. C'est-à-dire, c'est des gamines. Quand je parle avec, c'est des gosses, quoi. C'est des gosses, mais qui ont une notion de la sexualité qui est totalement surréaliste, qui est vraiment tirée de la télé-réalité, là. Faut être une pute, quoi. C'est valorisant. Et en même temps, prises dans les ballons, et puis qui sont traumatisées quand même, parce on sent un traumatisme. Quand elles font semblant de trouver ça pas grave, la réalité, c'est qu'elles sont traumatisées. Et donc, tous les foyers ASE, aide sociale à l'enfance, sont tous surnommés les foyers des putes. Ils sont tous concernés, sans exception. À l'échelle de la France, on parle de milliers de filles. À l'échelle de Marseille, on parle de centaines de filles qui, tous les soirs, sont prostituées de très jeune âge. Les consommateurs sont les petits dealers, les blédards pour le centre-ville, hein, les blédards à mort. Moi, j'étais dans les trucs. Et les mecs, les travailleurs, du 30 ans, 35 ans. Consommateurs riches, ils ne vont pas voir ces filles. Ils ont d'autres réseaux. Consommateurs qui ont de l'argent, ils passent par d'autres, des escort girls, des trucs, ils ont des réseaux. Parce que ces filles-là, elles ont une particularité, c'est que moi j'ai parlé avec quelques-unes, d'autres c'est même pas la peine, aucune hygiène de vie. C'est-à-dire, alors, elles ont les faux ongles, maquillés, le contouring, ça tout y est. Hein. Les décolletés, c'est même plus des décolletés tellement tu vois de choses. Mais par contre, pas d'hygiène. C'est-à-dire, elles se lavent pas. Donc elles ne sentent pas bon, elles sentent urine. Hein. Règle par règle, y a pas on ne fait pas gaffe à ça, ça n'existe pas. Elles n'ont jamais vu un médecin, jamais vu un gynéco. Moi, à chaque fois, je dis, j'ai vu un gynéco, c'est quoi? Je fais un docteur de la chatte. T'as déjà vu un docteur de la chatte? Jamais. Je dis, mais il faut que j'aille voir. C'est primordial. Et en plus, tu mets la capote, ouais, des fois il y en a qui veulent, des fois il y en a qui veulent pas. Je dis, ouais, mais, déjà, tu peux choper un gamin, tu peux choper plein de trucs. Non, pas moi, c'est bon, je fais gaffe. Tu fais gaffe à quoi? Enfin, voilà, déjà, il y a des trucs médicaux d'urgence. Et au niveau des placements, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Hein.
Je sais pas, parce que j'ai parlé beaucoup avec des éducateurs de foyer, tout ça, qui te disent, on essaye, tout le monde est conscient. Et donc le problème, c'est quand ils les mettent dans des appartes de retrait, de repli, elles finissent par faire dans les appartes. Vraiment, il n'y a pas de solution directe. La solution, elle va être à une échelle plus grande. Je pense qu'à un moment, faut qu'il y ait un budget à l'échelle nationale qui soit mis et où on réfléchisse, où on met les gens autour de la table. C'est même pas le cas, hein. Aujourd'hui, on ne réfléchit pas à ça. Il faut réfléchir comment on fait. Pourquoi on fait des grands messages, et je ne veux pas faire de comparaison sur les talibans que l'on prostitue, ou les je sais pas quoi. Et nous, on en a autant en France. Et des jeunes, des gamines. C'est de la prostitution, c'est une forme de pédophilie aussi. Il y a un problème. Après, il y a un problème au niveau des consommateurs. Je suis d'accord, mais même pas je me mêle de ça. C'est pas du tout ma spécialité. Mais ce que je peux te dire, c'est que les consommateurs, ça va du petit dealer, donc ça commence à 14-15 ans, mais c'est un peu plus, jusqu'au vieux blédard. Ça tue là beaucoup. Et au milieu, le monde ouvrier. Voilà, le monde ouvrier. Parce que moi, j'ai fait ceux de Saint-Mauron. J'ai fait 2 squats de Saint-Mauron. On m'a amené parce que je connais les dealers très bien. Ils me connaissent depuis toujours, ils m'adorent. Et donc, ils m'ont promené là-dedans. Et c'est sordide, ultra sordide. Et c'est à flux tendu. Et donc, d'ailleurs, les réseaux de stupes, pas les gros réseaux de stupes. Un gros réseau de stupes ne mélange pas prostitution et stupes. Parce que la prostitution est très sévèrement payée, punie en France. Donc, un dealer qui est spécialisé, il ne va pas risquer 15 ans de prison juste pour une fille. Lui, il veut se contenter de ses stupes, c'est déjà pas mal. Par contre, des petits dealers, souvent du centre-ville de Marseille, mais c'est partout en fait, mais des petits réseaux, eux, ils ne mesurent pas qu'en fait, ils risquent 15 ans. Ils ne le voient pas. Ils ont l'impression que c'est pas grave. Elle veut bien, la fille. Et donc, ils font des promotions. Tu vas avoir 5 barrettes achetées, une fellation. Tu vas avoir 10%, 20% pour les bons clients sur une passe. Et ça, de plus en plus. Et tu l'as sur les réseaux, ça apparaît. Tu as les photos des filles. Là, je finis là-dessus, c'est quand même sordide. Pratiquement, la police... Moi, je suis bien avec des BST, Brigades de sécurité territoriale, ce qu'on appelle à tort les îlotiers, ceux qui travaillent le plus avec cette population, plus que la BAC. Et ils disent, nous, on saisit les portables. C'est automatique. Dès qu'on a un minot, on prend son portable. Et on fait toujours la même chose. On dit, est-ce que tu nous donnes le code de ton Snap ? Il y a un code, ça s'appelle My Eyes, pour ceux qui connaissent Snap, pardon pour mon anglais, My Eyes Only. C'est-à-dire qu'il faut un mot de passe pour voir les vidéos qui sont que les minots... Enfin, c'est un code. Donc les gamins, généralement, au bout de 2-3 minutes, ils lâchent le code, parce que si on envoie le portable à Lyon où on va faire sauter le code, c'est le seul endroit en France où ça va prendre 6-7 semaines, et eux, ils ne veulent pas être 6-7 semaines sur le portable, donc ils lâchent le code. Et systématiquement, pour la totalité des jeunes, ils ont des vidéos de filles, c'est pas des vidéos issues de sites porno, hein, c'est des vidéos porno, enfin en fait, c'est des vidéos promotionnelles de filles, et qui sont prises en temps réel. Et ils ont ça. Alors, ils ont principalement ça pour la masturbation, on va dire. Mais certains, c'est aussi avec les commentaires qui vont dessous. Elle fait ci, elle fait là, elle est là, elle est bien, elle est ci, là. Il y a aussi le truc moderne de la fille, les prestations, quoi. Et en fait, ils ont tous ça de leur entourage. Ils ont tous les gamins, ça ne veut pas dire qu'ils consomment tous, hein, mais ils ont tous accès à ces filles-là. Donc pour la relation ensuite fille-garçon, pour la relation amoureuse derrière, c'est pas simple, hein, parce que heureusement ils sont loin d'aller tous dans la prostitution, de tous consommer, loin de là, je dis pas ça, mais ils ont tous en tout cas un accès à ça. Et voilà, et là pareil, sur ces petits réseaux, il doit falloir avoir une action, je sais pas, de prévention, mais je sais même pas si on en est là, hein, avec ces jeunes qui vont consommer ces trucs. Voilà, ils ont tous besoin, le soir, c'est stressant, il faut une fellation. Voilà, ça c'est vraiment le classique, il faut une fellation. Et donc ils ont la fille, celle qui fait les fellations. Voilà, elle est fellation, elle. Donc, et elle fait 5 €. 5 € la fellation. Donc 5 €, quoi. Et alors moi, j'ai failli dire une fois, je dis monte tes prix, j'ai failli dire ça, mais j'ai dit après, je vais devenir proxo si je dis ça. Donc je dis, mais pour de bon, 5 €, mais c'est pas possible. Elle n'arrivait pas à comprendre que c'était pas possible. Elle disait, avant, c'est gratuit, ils ont décidé de me donner 5 €. Je dis, ah ouais, mais c'est pas possible, en fait. Et donc c'est vraiment un phénomène, j'avais oublié d'en parler, phénomène majeur, récent, très récent. 2018, les premiers cas, et accentuation énorme, accélération après le confinement. 2020, et là, vraiment, on est au sommet, là, maintenant. Après le confinement, là, on est au truc. Et c'est un phénomène, je ne comprends pas qu'on ne se saisisse pas au niveau des autorités de ce phénomène-là. Parce que pour moi, il y a des solutions à trouver vite et qui sont possibles. Travailler avec
professionnels de l'ASE, professionnels psy, professionnels des addictions, tous les professionnels. Bon, après, moi, j'ai mes compétences, ça s'arrête là, quoi. Et ça, je ne comprends pas pourquoi on va un peu plus loin. Donc voilà, ma volonté, c'est d'en parler à la défenseuse des droits en disant pourquoi on ne s'occupe pas, pourquoi on va faire, des ONG vont faire des trucs contre la prostitution en Thaïlande, et c'est très bien, je ne fais pas de comparaison. Et pourquoi on n'a pas la même ONG ici chez nous? S'il faut une ONG, prenons une ONG. Faisons avec une ONG. C'est vraiment ce que je vais mettre sur la table, quoi. C'est vraiment ce sujet-là. Parce qu'en plus, ce protoxyde d'azote, et je m'arrête avec cette phrase, finit par se poser sur la moelle épinière et tu finis paralysé. Donc, pas mal de filles finissent paralysées à la fin. C'est comme ça qu'elles arrêtent. Une question qui me paraît importante, quels seraient les impacts les plus visibles et les plus directs de la légalisation du cannabis ? D'abord sur la légalisation, on appelle ça dépénalisation, parce que légalisation, ils font pas, les contres n'utilisent pas ce mot de façon aléatoire, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est-à-dire, légalisation, ça nous amène sur tout est légal, tout est ouvert, on fait ce qu'on veut, libéralisation totale, à la hollandaise. C'est pas un bon calcul. En Hollande, ça a renforcé une mafia, là j'utilise le bon terme, qui s'appelle la macro-mafia, Mocro-mafia, qui est une mafia marocain au début, mais alors depuis c'est bien plus vaste, et qui a prospéré sur la légalisation. C'est-à-dire qu'ils ont pris le marché légal et illégal et ils se sont construits là-dessus. Donc ils sont l'exemple à ne pas suivre. Ils ont commencé en 1975. Donc la légalisation à la hollandaise, c'est bon. C'est pour quand tous les contres vont tout de suite dire « Ah ben voyez ce que ça a donné en Hollande ». Mais bien sûr, c'est un carnage, donc il ne faut pas le faire, on est d'accord. Mais après, il y a dépénalisation, il y a toute une gamme. Déjà, il faudrait ouvrir le débat, il faudrait discuter déjà. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Seul pays d'Europe à ne pas avoir de dépénalisation, de début de quelque chose. Et pays où on consomme le plus et où il y a le plus de violence. Et c'est totalement corrélé, c'est totalement ça s'explique. C'est-à-dire la pénalisation totale explique la violence et la consommation. Pourquoi ? Comme je disais, on consomme pour des raisons d'anxiolytiques ou de performance. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut avoir une action sur le consommateur. Alors tu peux pénaliser le consommateur, c'est l'envie actuelle là, parce que c'est très populiste. Tu fais ce truc, pas de consommateur, pas de deal. Oui, ça a l'air vrai sur le papier. La réalité, c'est que la consommation, c'est comme si on disait pas d'alcool, pas de deal. S'il n'y a pas de violent, il n'y a pas de femme battue. Oui, ça c'est vrai. Mais la réalité, c'est qu'il y a des consommateurs pour des raisons de santé, pour des raisons psychologiques, tout ça. C'est comme si tu dis à un alcoolique, je te mets un PV, si tu continues à boire, il va continuer à boire. Tu ne vas pas l'en empêcher. De la même manière, un mec, même s'il n'y a pas d'accoutumance avec les stupes, avec ces deux produits, il y a une accoutumance psychologique et sociale qui fait que c'est exactement pareil. Donc tu peux les pénaliser tant que tu veux, ils consommeront toujours, sans s'arrêter. Et tu peux les culpabiliser, ils sont déjà dans la culpabilité. Ils sont déjà dans la culpabilité de consommer. Voilà, ils essayent déjà de maintenir. Regardez, quand ils prennent de l'alcool, ils le mettent dans des bouteilles de cristalline. Quand ils sont sous bambou, ils essayent de faire que ça ne se sache pas forcément, ça, même si ça se sait. Mais il y a vraiment, il y a déjà la culpabilité. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut avoir une action de santé publique. Et là, pour moi, il faut commencer, avant de débattre sur les autres systèmes, il faut commencer par le système portugais, qui est le système de décriminalisation. Et la décriminalisation, c'est pas le droit de vendre, pas le droit d'acheter, toutes les drogues, hein. On a le droit de consommer dans certains cas, dans un lieu clos, tout ça. Donc ça c'est contre-intuitif. On se dit, si on n'a pas le droit d'acheter, pourquoi on a le droit de consommer ? En fait, ça n'a qu'un seul intérêt, et un intérêt majeur, c'est de faire rentrer le consommateur dans un cadre légal. Et quand il est dans un cadre légal, ben, tu peux le traiter, médicalement parlant, dans un cadre légal. Ça donne quoi ? Ça donne la médecine du travail. Je vais prendre un conducteur un camionneur. On le voit à ses yeux qu'il est sous coque. Le médecin, il le voit instantanément. Et on sait qu'il picole un peu de temps en temps. On lui dit l'alcool, il va dire « Ouais, j'envoie un petit rouge tous les midis, c'est pour me donner le courage. Bon, il faudrait ralentir. Ouais, je sais, c'est compliqué. Bah, écoutez, je vous fais rencontrer un docteur sur ces sujets. » Et on a des résultats. On a une baisse de consommation d'alcool depuis une trentaine d'années qui est faramineuse. Vraiment, on a des résultats très, très, très importants sur l'alcool. Et après, quand on lui dit « Et la coque ?» Alors moi, je touche pas, moi. Je touche pas, il est pas fou le mec. S'il dit moi je prends de la coque, il rentre dans un cadre illégal, il peut perdre son boulot. Non, moi je touche pas, je touche pas à la coque, je touche pas. Mais monsieur, je bois quand même. Non, je touche pas. Ça s'arrête là. Si demain tu es dans un cadre légal, il va dire la coque, ma foi, je suis obligé de rouler 12 heures d'affilée. Oui, je prends de la coque. Et là, pareil, on te fait rentrer dans un parcours de soins. Au Portugal, quand la coque montait de 20% entre 2010 et maintenant dans tous les pays,
enfin, elle est montée de 20% dans tous les pays, dont la France. Elle est restée la consommation n'a pas bougé au Portugal. C'est-à-dire, elle a encaissé ces 20%-là. Et le shit, c'est tombé de 25%, la consommation de cannabis. Et dans l'héros, ils ont eu des succès aussi, parce qu'ils ils ont choisi de faire ça sur toutes les drogues. Après, ça pourrait se débattre. Moi, je suis pour ça. Je suis pour qu'on le fasse sur toutes les drogues, parce que je ne pense pas que quelque chose qui soit légal te fasse passer à l'acte. Aujourd'hui, si tu veux te droguer, tu as déjà tout ce qu'il faut. Tu veux prendre de l'héroïne demain, tu trouves de l'héroïne. Tu veux n'importe quoi, tu l'as. Donc, légal, pas légal, de toute façon, dans le cadre d'une décriminalisation, ça ne change rien. Donc, pour moi, autant faire toutes les drogues. Et après, il faut réfléchir à tout ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il faut le penser. Donc ça, pour moi, il y a une décriminalisation. Il faudrait l'envisager à 2 ans, quoi. Il faudrait la penser pendant 1 an, la mettre en place l'année suivante. Il faudrait la penser, parce que ça demande quand même d'avoir la médecine du travail, la médecine scolaire, les médecins généralistes formés, d'avoir des addictologues prêts à travailler. Ça demande, il ne faut pas arriver comme ça, comme une fleur, sinon tu n'aurais pas de succès. Il faut arriver avec une préparation, des spots publicitaires, une explication pédagogique, commencer déjà à contrer les antis qui vont raconter n'importe quoi. Donc ça demande un travail quand même important. Il faudrait 1 année, je pense. 1 année en travaillant dur dessus. Et tu aurais des résultats immédiats, rapides. Tu aurais un petit pic de consommation à ce moment-là, de 2 mois. D'un seul coup, on se dit, ouais, cool. Et après, ça chuterait. Après, il y a les autres systèmes. Il y a le système espagnol de Cannabis Social Club. Là, c'est que sur le cannabis. Tu as le droit de fumer dans un cadre associatif, donc personnel. Et donc, il y a des assos qui se montent, on dirait des bars. Des bars à chicha, mais que de shit. Voilà. Bon. Je pense que c'est pas nécessaire en France, puisqu'on a déjà des Cannabis Social Club à Marseille. C'est bon, c'est déjà légal en fait. C'est bon, ils sont déjà sous fumette. Il n'y a pas un flic qui va te... Voilà, c'est pas la peine en fait. Ça marche déjà pas. Donc pour moi, c'est pas le bon système. Moi, je suis pour le système thérapeutique. C'est un peu, là aussi, c'est un peu cynique, parce que tu fais rentrer 1 à 1 des maladies sur la consommation de stupes. Et en fait, ça permet d'encadrer, de ne pas faire rentrer les grands groupes privés ou mafieux, parce que tu encadres ça d'un point de vue santé publique. Et donc, tu as des officines, ça ressemble à des... En fait, ça ressemble à des... Au début, ça ressemble à des pharmacies, et petit à petit, ça devient des coffee shops. Mais l'avantage, c'est que la production... Enfin, pas la production, le transport, la distribution, les produits, et surtout le contrôle que tu as sur le client, pour moi, c'est ça la base. La drogue, c'est mal, on va dire. Prendre de la drogue, tu fais même un bout de temps en temps, c'est pas grave. Mais à partir du moment où tu es un gros consommateur, c'est grave, quelle que soit la drogue. On commence par ça. Mais si tu n'es pas dans un cadre médical, ben, ça va te passer au travers. Donc pour moi, il faut faire un système anglais qui va vers ça, qui est un système d'officine. Alors ok, c'est tenu par des pharmaciens dreadlocks, mais ils ont une petite formation quand même. Et quand il y a des clients qui sont trop réguliers, ils ont l'obligation, après c'est à contrôler tout ça, on est d'accord, on tombe sous un truc, et ils ont l'obligation de le faire remarquer. On va aller voir le gars, monsieur, vous êtes un gros consommateur, qu'est-ce qui se passe? Là pareil, pour moi il faut prendre 5 ans. Il faut 5 ans en allant vers ça c'est mon avis, vers ce type de dépénalisation. Cependant, tout ça, ça affaiblirait les réseaux. Moins de consommation, parce que beaucoup iraient vers la consommation légale. C'est quand même si c'est plus cher, tu as des bons produits, moralement ça se passe mieux, tu sais. Donc ça irait vers ça, puis il y aurait des traitements. Mais il y aurait 2 phénomènes qui perdureraient. C'est un phénomène de contrebande, c'est-à-dire des produits légaux qui seraient sortis du cadre légal et qui seraient vendus illégalement derrière, comme les cigarettes à Noailles, la contrebande et à contrefaçon. C'est-à-dire des produits qui sont soit plus forts en THC, soit nouveaux. Et donc tu aurais ces phénomènes-là. Cependant, ça abaisserait tellement la consommation et ça affaiblirait tellement les réseaux de stupes. Et si on est suffisamment malin, si on investit les sous gagnés en faisant ça dans les quartiers populaires, je pense que le bénéfice serait fort. Cependant, ça ne serait pas magique. Tu n'arrêterais pas comme ça les trafics de stupes du jour au lendemain. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Mais tu aurais un bénéfice fort et une redistribution. Et surtout, la police n'aurait plus à travailler en permanence sur le réseau de stupes, qui est vraiment totalement inutile. Déjà, qui met un conflit avec une population, alors que la police, elle n'est pas obligée d'être en conflit avec une population. Il est possible qu'une police travaille avec une population. On l'a oublié, nous, dans nos métiers particulièrement, mais la réalité, c'est celle-là. Normalement, une police travaille avec la population. Or, là, aujourd'hui, la police travaille contre une population. Donc, c'est ça le problème. Donc, il y aurait quand même beaucoup de changements qui seraient bénéfiques.
Donc il faut aller vers ça. Et la volonté, alors il ne faut pas dire légalisation, parce que c'est mal utilisé, mais la volonté de dépénalisation, c'est plus comme avant. Avant c'était un groupe, le cirque ça s'appelait. C'était des babloches, fumeurs de bambou, qui voulaient légaliser, qui trouvaient ça cool. Ils étaient très sympathiques et ils avaient un beau discours, c'est vrai, je suis sincère, mais ils n'étaient pas crédibles. Et donc maintenant, c'est fini. On est passé à des gens qui défendent ça pour des raisons de santé publique. C'est-à-dire, tous ceux, il y avait Samia Ghali, elle disait, la drogue c'est mal, c'est pour ça que je suis contre. Il dit, la drogue c'est mal, mais tu en as partout, Samia. Elle le sait très bien, elle a tous les cousins qui dealent. Donc tu en as partout. C'est bon, tu le vois que tu les arrêtes pas comme ça. Donc en fait, c'est que dans un cadre légal, tu arrêtes. Bien sûr que la drogue c'est mal. Il faut plus maintenant que celui qui dépénalise, il fasse il faut pas aller, oui, le cannabis c'est pas si grave. Si, c'est grave. Sur des enfants de 14 ans, ça fracasse le cerveau. Tant que tu n'as pas 21 ans, c'est mauvais. Et après, quand tu es plus âgé, si tu en fumes qu'un peu, c'est du vin, quoi. Mais si tu en fumes trop, c'est mauvais. Et en plus, c'est le symptôme de quelque chose. Donc oui, c'est mauvais. Mais justement, on ne va pas arrêter la drogue comme ça. Ça n'arrêtera pas. La drogue a toujours existé. Et donc, ça continuera. Et puis, on a d'autres drogues. Je ne vais pas commencer mon discours, là. Vous savez, il y a plein d'autres drogues. Mais voilà, chaque époque a sa drogue. Pareil, quand un autre truc aussi, un autre fantasme, le passage d'une drogue à une autre. Oui, mais si on légalise, ils passeront aux drogues dures. Pas du tout. S'ils veulent les drogues dures, ils les ont maintenant. Hein. Tu as tout de suite, il n'y a pas de problème. Tu veux de l'héroïne, tu en as MDMA, tu en as. Tu veux du fentanyl, il y en a. En fait, pourquoi on ne prend pas de fentanyl, nous, en France? Peu. Alors on va me dire, si, il y en a, tout ça. Oui, mais il y en a. C'est 0,1% de la population. Ce n'est pas les États-Unis. C'est pas... Pourquoi? Parce qu'on a la sécurité sociale. Et que quand tu es gravement malade, que tu as mal, tu mets la carte verte, là, tu mets la carte sécurité sociale et tu es traité. Mais dans des pays où il n'y a pas la sécurité sociale, quand tu es dans la misère la plus totale, que tu as un cancer, tu prends du fentanyl, au moins tu n'existes plus. Au moins, plus rien, quoi. Tu n'as plus mal, tu n'es plus là, mais il n'y a plus rien. Donc nous, il n'y a pas de raison. Nous, on ne bascule pas vers le fentanyl parce qu'on n'a pas cette nécessité-là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est pas du tout... on n'est pas envahi par le fentanyl. Et évidemment, après, les gens qui travaillent que sur ce secteur-là, ils vont avoir les 50 qui prennent la fentanyl tous les jours. Donc ils vont dire, si, il y a le fentanyl, c'est dramatique. Non, à l'échelle de la population, il y en a peu. Ouais, il y en a peu. Je ne dis pas que ça arrivera jamais, mais nous, c'est notre sécurité sociale qui nous protège des drogues les plus dures. C'est fou quand même, mais c'est vrai. On n'a pas de drogue dite de la disparition, des drogues où tu n'existes plus. On n'a pas ça. Nous, on a des drogues anxiolytiques, performance, un peu des... Alors, il y a des drogues festives, la MDMA, tout ça, c'est un peu plus festif, on est d'accord, mais c'est vraiment une population bien définie. On a la kétamine, on a aussi ça, mais voilà, il n'y a pas de risque de sauter d'une drogue à une autre. Ça, c'est un faux risque, ça. Alors, il y a des discussions en ce moment sur la mise en place d'un parquet spécialisé sur le trafic de stupes. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, la lutte contre les stupes, si on réfléchit comme je réfléchis avec le fait qu'en fait, il n'y a pas un cartel et un trafic de stupéfiants, il n'y a pas des dealers, mais il y a toute une sorte, pas de hiérarchie, mais de métier, de typologie de métier, comme on l'a dans le légal, il va falloir avoir des actions différentes. Donc, en effet, à l'international, on est en train de parler de coopération internationale. Pour avoir mes producteurs et mes transitaires, c'est de la coopération internationale, principalement. C'est ce que tu vas négocier avec le Maroc, qui va le faire. Tu vas négocier avec certains pays où les gars sont en cavale. Il y en a plein, pour avoir des extraditions et compagnie. Ça, c'est de la négociation. Voilà, c'est de la coopération. Il y a de l'information. Donc pour moi, en effet, quand même, il faut investir dans la police. Mais je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut pas de police, que c'est un problème que social. C'est un problème social. Mais pour les étapes qui sont producteurs, transitaires et on va voir pour les semi-grossistes un peu différents, il y a de la police judiciaire internationale, d'ouest judiciaire, là il faut investir dedans, aujourd'hui ils n'ont plus de moyens, ils font trop peu d'informations, ils font d'informations ciblées à partir de recoupement d'informations, d'intelligence artificielle si vous voulez, et ils font trop peu, c'est Sarkozy qui a cassé ça, d'infiltration, où ils vont prendre un mec qui va devenir dealer, mais qui n'est pas dealer, tout ça. Ils n'en font plus maintenant. Ça par contre, il faut en remettre. C'est en train d'être remis, mais bon, il faut 5 à 6 ans pour... T'arrives pas comme ça, salut les gars, non, il faut du temps. Donc ça se remet à peine maintenant. Ça aura des résultats. Tu vas choper d'un coup 10 tonnes, parce que le mec, il a l'info. Ça, c'est vraiment le truc, tu vas avoir des trucs. Donc ça, c'est important. Coopération internationale, infiltration, ok. Si je redescends maintenant à mes semi-grossistes, ce qu'on appelle les dealers, les premiers vrais dealers de chez nous,
là, un parquet spécialisé est intéressant, parce qu'en effet, puisque maintenant, avant, ils étaient multicartes. Avant, ils faisaient, un mec comme Berama ou ceux d'avant, ils faisaient tout, en fait. Ils faisaient les machines à sous, le casino. Eux, maintenant, ils sont d'abord orientés stup et après, ils vont investir ailleurs. On m'a dit, il y a le racket. Je vais venir sur le racket en particulier. C'est un phénomène un peu presque banal et logique. Mais ils font plus de machines à sous parce qu'il n'y en a plus. Du braco, il y a quelques équipes qui sont capables de braquer des Brinks, mais les Brinks, c'est plus intéressant parce qu'ils ne portent plus des grosses sommes. Donc, prendre le risque que tu prends pour choper à 10, 1 million d'euros, mais tu sais que tu vas en blanchir, en blanchissant, tu vas en perdre 200 000 sur le million, et en plus, il y a des problèmes de partage. Avant, ils allaient pour 40, 50 millions d'euros. Maintenant, ils vont 1 million d'euros, même pour ça, ils hésitent. Donc aujourd'hui, le braco, à part faire des centres forts, mais en fait, il y a 4 équipes, 2 Corses et 2 Parisiennes qui sont capables de faire des centres forts en France. D'ailleurs, dès qu'il y a un centre fort qui est fait, les équipes appellent la police pour dire, les gars, on n'était pas... C'est vraiment ce qui se passe. On n'était pas dans ce secteur-là, on a les preuves, on était là, 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 là et là. C'est parce qu'ils sont que 4 à pouvoir faire des centres forts. Donc en fait, ils ne sont pas multicartes. Ils essayent d'aller un peu vers l'immobilier, tu en as. Ils investissent l'argent des stupes dans l'immobilier. Ça, c'est un vrai phénomène. L'immobilier est un phénomène constant, hein, donc oui. Et donc avoir un parquet spécialisé, aujourd'hui, c'est nécessaire parce que tu as un banditisme en plus qui est fragmenté avec des tout petits qui sont des crétins, des plus malins au milieu. Donc il faut quand même, tu ne peux pas tout donner à la GIRS. Parce que la GIRS, c'est juridiction internationale, juridiction, je ne sais plus, spécialisée pour le S. Interrégional spécialisé, qui avait avant les grosses affaires. Mais là, on fait rentrer dans les grosses affaires des trucs entre branquignoles, en fait. Alors, ça finit par des morts, mais c'est des branquignoles. Et donc, faire porter à la GIRS des trucs de branquignoles, c'est pas possible quand au milieu, tu as du trafic international. Donc, en effet, avoir un parquet spécialisé qui va traiter les branquignoles au milieu de tout ça, sans les mettre en correctionnel non plus, sans alourdir les autres, c'est logique. Et c'était une demande ancienne qu'il fallait mettre en place, en effet. Et c'est pour ça qu'ils ont surjoué ces histoires de cartels et de trucs en termes de com, de narco, tout ça, c'est pour obtenir ça. Et ils avaient raison. Après, comme j'ai dit au procureur, j'ai dit, vous jouez votre com là-dessus. Parce qu'il est d'accord avec moi, en fait. Mais sur ma vision du trafic. Mais lui, il utilise le terme narco parce qu'à la fin, il gagne un parquet, des effectifs. C'est le jeu, hein, c'est normal. Donc ça, moi, je suis totalement favorable et il faut écouter la demande même des magistrats, tout ça. Il faut être plus pointu parce que même dans ce parquet-là, il va falloir faire différentes orientations parce qu'il y a des affaires de branquignol absolu et d'autres qui sont un peu plus... il va falloir les classer un peu. Des fois, tu vas avoir... Il y a beau avoir 3 morts, ça reste 3 mecs qui se sont décidés un pied d'immeuble sur un coup de tête, quoi, sur une pulsion. Et d'autres fois, tu n'auras qu'un mort, mais c'est des gros de la DZ qui s'organisent, qui sont... Hein, donc il faudra aussi, mais ça, ils sauront, il n'y a pas de problème, mais il faudra faire ça. Donc c'est sûr de parquet, c'est très intéressant, il faut le faire. Et c'est pas à opposer au social. Pour moi, le social, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui va faire gagner. Moi, ma métaphore, c'est toujours la même. La police et la justice... Si les trafics de stupes sont le symptôme d'une maladie grave, c'est mon discours, hein, je n'ose pas utiliser le mot cancer parce que j'ai eu trop de cancer autour de moi et que ça les gonfle. Mais si c'est une maladie grave, si c'est le symptôme d'une maladie grave, eux, c'est les infirmiers. C'est-à-dire que c'est très, très important. L'infirmier, c'est celui qui est attendu par le malade. Il vient quand, parce que tu te sens mieux après, tu parles avec, il te file des soins, il te traite, mais il ne te soigne pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important, il ne soigne pas. La police et la justice ne soignent pas le phénomène des trafics de stupes. Ils portent des soins. Et c'est très important qu'ils aient des moyens. Mais ce n'est pas autre chose. C'est le politique qui apportera des solutions. Voilà, le médecin, c'est le politique. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, qu'on le dénonce, ça, c'est le politique. Il n'y a personne d'autre qui fera ça. C'est le politique. Et donc... au niveau policier et judiciaire, pour moi, il est très important qu'ils fassent bien leur boulot d'infirmier. Après, voilà, je trouve qu'on perd beaucoup d'énergie de nos infirmiers dans des opérations coup de poing qui, pour le coup, ne servent strictement à rien. Elles vont avoir tout au plus 3 jours à 1 semaine d'intérêt pour les habitants, c'est-à-dire pendant 3 jours, ils respirent. Putain, d'un seul coup, il n'y a plus les épaves, on a enlevé les trucs, ils ont 1 semaine. Mais par rapport au fric qui est dépensé, ça ne vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Alors, les habitants, ils seraient là, ils me crient dessus. Hein. Mais la réalité, ça vaut pas le coup. Et en fait, ces opérations-là, ce qu'on chope, si on fait du renseignement, on en chope plus. Quand on te dit, on a chopé, on a saisi tant, mais si tu fais du renseignement, si tu mets la même somme d'argent sur du renseignement, tu auras plus d'argent. Tu auras plus de saisies et de stupes. Donc,
Voilà, il y a une redistribution de la police qui serait nécessaire, sauf qu'il y a un jeu politique avec ça. Tu as l'extrême droite qui passe son temps, et la droite dure, qui passe son temps à promouvoir la police d'intervention et la police forte qui ne va pas se laisser faire par ses envahisseurs de l'intérieur. Enfin, il y a tout un discours politique et raciste derrière, et on utilise la police pour ça. Ça, c'est un vrai souci. Ça, c'est un vrai souci grave. Et la gauche essaie de se dépêtrer de ça, sans passer pour des laxistes anti-police, mais sans être là-dedans. Ils y arrivent relativement bien. LFI a fait un autre choix où carrément il n'y aurait plus de police, quoique des fois ils disent autre chose aussi, il faut les écouter. Bon, le positionnement politique par rapport à une opinion publique n'est pas facile. Hein. Moi, je suis pour une police de proximité. Ça ne veut pas dire une police de danseuses qui est là, qui se promène dans les quartiers, qui serre des mains. Police de proximité, s'il faut envoyer des tartes, ça le fait. S'il faut mettre des menottes, ils le font. Le problème, c'est que pour moi, il faut au moins 5 ans pour remettre une police de proximité. C'est-à-dire qu'il faut que tes gamins qui ont 10 ans aujourd'hui s'habituent à voir la police pour qu'à 15 ans, ils les caillassent plus. Et donc pendant 5 ans, tu vas prendre cher. 5 ans de compliqué. Et donc, il faut avoir un courage politique d'aller vers ça. Une police, ça existait, il y avait un truc qui s'appelait les UTEC, les BST peuvent le faire. On a la meilleure police de Marseille, de France, c'est l'UPU. Ils ne s'appellent plus comme ça, on leur a mis un nom bâtard. Ils sont plus que 5 maintenant, ils étaient 10. C'est ridicule, 5. Mais c'est les seuls qui... en fait, il faudrait qu'ils soient 150. Et tu aurais des résultats, mais énormes. Après, c'est des mecs qu'il faut former. Hein. Là, c'est pas des gars, c'est pas des ADS. Hein. Et donc... normalement, tu mettrais, voilà, il faudrait remettre massivement une UPU comme ça. Et il copine pas. Hein. Quand tu tiens un boucan, il va finir en tôle, le boucan. Hein. Il copine pas avec. Hein. Pour moi, ça, c'est de la police intelligente. Et le problème, c'est que voilà, Sarko, il a fait beaucoup. En 2004, il casse l'UPU. À Marseille, il y a Carton, le directeur de la police, qui nous convoque, nous, les journalistes, moi et Romain Liongo, et il nous demande, nous, on était fait diversier, on s'occupait de la police, et ils nous disent, vous ne parlez plus de l'UPU, on ne va pas la dissoudre à Marseille, mais on n'a pas le droit. Donc vous parlez plus du PU. Il ne faut plus qu'ils existent. Et on est d'accord, nous, on raconte plus. Et l'UPU va continuer à exister. Elle va à chaque fois perdre des gens. Mais parce qu'ils ont tellement conscience de l'intérêt de l'UPU, ils ne vont pas les... contre, avec un Sarkozy qui te fracasse. Hein. Donc c'est courageux de la part des directeurs. Hein. Et nous, on joue le jeu, on ne parle plus du PU. Et finalement, elle réapparaît à Marseille parce qu'elle n'a jamais disparu. Et j'espère qu'à un moment, il y aura alors ce n'est pas ceux d'actuel, hein, qui vont comprendre l'intérêt de l'UPU. C'est pas du copinage, c'est de l'information en milieu ouvert. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça discute dans les deux sens. Policiers et trucs. Et c'est précieux, c'est ultra précieux. Ça va empêcher plein de débordements. Mais l'avantage, c'est qu'un débordement, tu fais intervenir la police et tu le médiatises. Et donc, d'un point de vue politique, un débordement, c'est mieux que rien. Voilà, la police, normalement, devrait obtenir rien. S'il se passe rien, c'est bien. Ben non, puisqu'en fait, il y a un truc politico-judiciaire qui fait que... politico-médiatique qui fait que y a un besoin d'action, on va dire. J'avais une autre question, parce que j'ai l'impression que c'est un coup de com'. J'aimerais avoir votre avis sur le fait de regrouper les 100 plus grands trafiquants dans 2 prisons distinctes. Quel effet ça peut avoir, d'après vous ? Donc après, voilà, mettre 100 dealers, les 100 gros dealers, il y en a probablement un peu plus, les très très gros ensemble. Je pense que juridiquement, c'est pas possible. C'est un Guantanamo, en fait. Le problème, c'est que si tu les mets ensemble, ils vont discuter. Et s'ils discutent, ils vont s'organiser. Ils arriveront toujours à communiquer avec l'extérieur. Et donc, ils vont se filer les liens, les ci, les là. Moi, la légende de il gère de la prison, je veux un petit peu l'atténuer. Quand on part en prison, on se fait piquer la place par nos lieutenants, automatiquement. C'est d'ailleurs pour ça, quand ils ressortent, ils tuent tout ce qui bouge. Et c'est d'ailleurs pour ça que ceux qui sont dehors finissent par être ennemis de ceux qui sont dedans. Ils ne s'entraident pas, à part quand c'est des frères, des fois, et encore, mais ils ne s'entraident pas. Donc quand on dit ils gèrent de la prison, c'est-à-dire ils survivent de la prison. Ils essayent de maintenir au maximum, le plus longtemps possible, le réseau, avec tout ce qu'ils ont de fidèles. En fait, ils gardent des fidèles en les menaçant. Parfois, bon, voilà. Ils survivent. Donc des fois, tu as l'illusion que ça gère la prison, mais sur du long terme, ils sont niqués. La prison, c'est pas un lieu où tu gères. C'est celui qui est dehors qui devient le patron. Celui qui est dedans, au mieux, il arrive à avoir une relation de confiance. Ça peut arriver parfois, mais grosso modo, c'est compliqué quand même. Il vaut mieux qu'il ait des sous de côté. Donc on ne gère pas la prison, on tente de gérer la prison. C'est pas la même chose. Donc je ne dis pas qu'ils appellent pas, qu'ils commanditent pas des meurtres, tout ça. La réalité, c'est que celui qui est devenu le patron, c'est plus eux. Après, si tu prends les 100 plus gros, ils ont des contacts avec les Mexicains, ils ont des contacts avec les uns les autres, mais transitaires, eux, ils ont un contact important. Ils vont échanger, hein. Ils vont s'organiser, les mecs. Donc, ça veut dire, comme je pense que nos ministres y ont pensé à ça, ça veut dire qu'ils vont les mettre à l'isolement.
Mais est-ce qu'on a le droit de mettre des mecs à l'isolement en permanence ? Si tu as une peine de 15 ans, tu peux mettre 15 ans un mec à l'isolement ? À mon avis, la Cour européenne des droits va interdire ça, et même en France, à mon avis, on ne mettra pas les mecs à l'isolement. Donc qu'est-ce qui va se passer ? On va maintenir 1 an, le temps d'une élection, une prison avec les gros bandits. Et petit à petit, on va les mettre ailleurs quand on va voir qui parle, on va les dispatcher, on va faire entrer des mecs qui ont fait autre chose, et ça va devenir des prisons qui sont plus ça. À partir du moment où électoralement parlant, médiatiquement parlant, on se sera servi de Stockholm, voilà, je pense que ça ne durera pas. Parce que d'un point de vue pratique, les policiers vont dire, et les magistrats vont dire, vous mesurez ce que ça nous fait, ça ? Vous mesurez ce qui nous arrive ? Après, il y a un autre truc, par exemple, l'interdiction des téléphones dans les trucs. Mais les téléphones, les flics, ils adorent. 90% des mecs qui parlent au téléphone, ils sont tellement cons qu'ils racontent tout. Les flics, ils mettent sur écoute, ils veulent pas qu'on enlève les téléphones. Ils ont des mecs qui leur parlent directement. Et les gros malins, ils sont gros malins, t'arrives pas à les avoir. Donc les brouilleurs, les trucs comme ça, mais en fait, les flics, au fond, ils vont pas le dire officiellement, mais ils s'en foutent, ils veulent pas. Il faut qu'il y ait les téléphones, ils veulent que ça tourne les téléphones. Pourquoi ils laissent les avocats rentrer les téléphones ? Pourquoi les matons laissent rentrer les téléphones ? S'ils veulent empêcher ça, ils l'empêchent, hein. Ils le font pas parce que c'est un intérêt. Tu mets sur écoute. Les écoutes, les endroits les plus écoutés, c'est les prisons, hein, et de loin. Hein. Ils vont sonoriser les cellules, ils n'arrêtent pas. Hein. D'ailleurs, un type qui rentre en prison, il regarde partout, il cherche où il est sonorisé, évidemment. Et donc, évidemment, le téléphone, là, c'est un faux discours, c'est très CNews. Oui, vous vous rendez compte, c'est scandaleux, ils s'échangent. Déjà, c'est pas plus mal, parce que franchement, moi, j'ai des minots que je suis depuis longtemps, je les ai de temps en temps au téléphone. On discute, je leur donne des nouvelles de dehors, ils me font des FaceTime, ils me montrent comme ils sont beaux, comme ils ont perdu du poids. Franchement, ça leur fait du bien, quoi. Et c'est pas du tout un problème, en fait. Donc moi, je suis totalement pour... je serais même pour qu'on leur enfile, quoi. Des téléphones un peu de mauvaise qualité pour pas qu'ils soient tout le temps sur Subway Surfer. Mais... voilà, pour moi, c'est pas un souci, en fait. Et donc, oui, la prison... Après, la prison, elles sont pleines à ras-bord de minots qui sont des faux trafiquants, des petits vulnérables qui vont... Quand ils sortent, en plus, le fantasme du Kalachnikov Dream est démultiplié en prison. En plus, maintenant, tu n'es plus protégé en prison, tu te fais poignarder, tu te fais lyncher. Évidemment, la prison, c'est un souci, c'est surpopulation carcérale et tout. Je pense que beaucoup de jeunes, faudrait avoir une alternative à la prison éducative, c'est-à-dire l'inverse de ce qui est dit, mais éducative fermée, attention, hein. Moi, j'ai pas de problème. Est-ce qu'à un moment, on leur fasse faire un stage dans un endroit compliqué pendant 3-4 mois, hein. C'est pas un souci, ça. Hein. Mais la prison, c'est une formation accélérée, clairement. Ou un anéantissement. C'est-à-dire qu'ils sortent, ils sont brisés psychologiquement. Il y a aussi beaucoup ça. Il y a des histoires de viol. Ça viole en prison. Hein. Ah ouais, ils sont pas pédés. Hein. Ils se rendent service. Ouais, ils se rendent service. C'est le terme, hein. Il m'a rendu service, mais il était volontaire. Non, mais il est obligé. Ah, il t'a pas rendu service, tu l'as violé. C'est pas la même histoire. Et donc ça, c'est des vrais problèmes, quoi. Il y a Et la surpopulation carcérale ne permet pas ça. Et c'est pas en faisant d'autres prisons, puisqu'on va prendre encore plus de petits choufs à 2 balles qu'on va mettre là. Ça s'arrête plus. Non, il faut aller à l'encontre. Ben bon, je prêche dans le désert. Il faut aller à l'encontre il faut l'ordonnance 45. Il faut faire de l'éducatif, évidemment. Donner plus de moyens à l'éducatif. Et faire de l'éducatif ne veut pas dire qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Pas du tout. Je suis pas du tout de cela. C'est pas du laxisme du tout. Le laxisme, il est intellectuel et social. Voilà. On ne réfléchit pas. Le laxisme, c'est les réactionnaires de droite qui ont un laxisme intellectuel. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas le réseau. C'est juste des mecs, donc des Arabes, et des Noirs, qui ont pris les cités et qui vont tuer la France en faisant les trafics. Ça, c'est le truc. Et après, le laxiste, il est social. Moins on aidera les cités, plus il y aura de stupes, puisque plus il y aura de dépendance aux trafiquants. Il y a une question qu'on me pose souvent, en tout cas. Est-ce qu'un réseau de stupes, ça permet de faire vivre un quartier ? Ça, c'est ce qu'on dit souvent. Et on finit par y croire. La réalité, elle est différente. Elle est plus subtile. Un réseau de stupes, quand une cité a droit à 1 mois de présence policière, et le réseau, même s'il s'organise, il galère quand même. On l'a vu à Castellane en 2013. Mais c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. On remarque dans le mois qui suit et le mois suivant des impayés dans les loyers. Donc, il y a un lien. Donc, en apparence, dans un premier temps, on se dit, ouais, le réseau fait vivre les cités. En tout cas, permet ça. Mais par contre, quant à la paternelle, c'est une cité donc, qui a été prise au moment où a été mise la L2, je ne sais plus, vers 2017 ou 2018,
jusqu'en 2023, ça a été un haut lieu du shit marseillais. Ils sont montés très très vite, parce que bien placés par rapport à la L2. Eh bien eux, maintenant pour une raison symbolique, parce qu'il y a eu énormément de morts, il y a des policiers tout le temps et le réseau il se remet pas. Donc on met des moyens surdimensionnés à la paternelle, juste pour le symbole, pour pas que ça revienne là. Qu'est-ce qu'on observe ? Donc dans un premier temps des loyers impayés, et puis rapidement des entreprises qui se créent. Les mecs qui étaient des petits bricoleurs de bagnoles, ils ont fait un garage. Un garage en auto-entreprise, ils viennent. Et puis le livreur, il a créé un truc de livreur. Et puis les mamans qui faisaient à manger dans un coin, elles ont créé un truc de restauration. Ça. Tu vas avoir des associations dites de bobos, mais en fait, heureusement qu'ils sont là, parce que c'est ceux qui font la mixité sociale, qui viennent au quartier faire des batoukas, et les gamins ils sont trop contents. Et d'un seul coup, tu as du lien social, tu as des barbecues qui sont faits, mais pas par des dealers. Et en fait, tu as d'un seul coup la possibilité d'avoir un développement économique. En fait, les dealers, ils font comme les terroristes, ils font comme tous les groupes, ils maintiennent, enfin, ils font parfois comme les politiques aussi, ils maintiennent en vie une population. C'est-à-dire, ils te noient, et au moment où tu vas mourir, on t'aide un peu. Et on te noie, et on t'aide un peu. Ils font que ça. Donc, tu as l'impression que tu as besoin d'eux, mais c'est eux qui t'ont mis. Enfin, ils font partie du problème. Ils t'ont mis dans l'impossibilité de te développer. Et donc, oui, ils donnent. En effet, il y a des prêts. Moi, j'ai assisté à ça, je le raconte dans mon dernier livre. C'est assez incroyable. D'un seul coup, on dirait une danse. Ça sort dans la rue. Et les gens, pour ne pas avoir honte, ils font semblant de se taper dans la main. Et en fait, ils prennent au passage un billet de 20 €, 40 €, 50 €. Il y a des prêts. Les dealers donnent. C'est prêt à taux zéro. Et dans la semaine, comme on touche le RSA que le 5 du mois, eh ben, les derniers jours, ils sont galères. Enfin, les premiers jours du mois, donc les derniers jours du RSA, sont galères. Et c'est des moments où ils sont tellement à la rue, il leur faut 15, 20 €, 30 € pour acheter à bouffer. Et c'est le dealer qui avance. C'est vrai, il y a des prêts. Mais en fait, c'est pour acheter une sorte... Là, c'est parce qu'après, ils remboursent, ils remboursent 20 € vraiment. Hein. C'est marrant parce que j'ai remarqué, c'est pas noté, c'est vraiment au regard. Si tu rembourses pas, tu es dans la merde. Hein. Mais tout le monde est réglo. Je raconte, j'ai trouvé ça très beau d'ailleurs. On dirait une danse. Mais ça, c'est de la survie, en fait. Tu refiles le RSA. Pareil, quand on te dit, il faut leur enlever les allocs, les trucs. Ah, vas-y, enlève les allocs. Si tu veux des dealers et des violents, tu es au top, là. Hein. Enlève les allocs. Après, qu'il y ait plus de contrôle. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des familles, le papa, il a 17 enfants, quoi. Alors qu'en fait, il n'en a pas. Mais ça arrive. Mettez du contrôle. Basta. De toute façon, l'évasion fiscale est bien supérieure à l'escroquerie sociale. Mettez du contrôle, si vous voulez. Mais surtout... Le bouclier social français, il fait qu'on ne bascule pas dans les cartels, justement, et dans les favelas. Demain, tu m'enlèves ça, les réseaux, ils vont totalement alimenter. Alors, il y a quelques exceptions. Je vais donner 2 exceptions dans ce que je dis, quand même. Il y a une petite partie de dealers malins qui vont faire guetteurs, qui vont faire une carrière de 2-3 ans. Pas de bruit, pas de vulnérabilité. Ils ne vont pas tomber dans les embrouilles. Ils vont faire attention, tout ça. Ils vont mettre de côté. Ils vont se faire 15-20 000 € de côté. Et ils vont ouvrir des entreprises après. Pour aller dans le légal, ils vont monter un snack, un truc de livraison, un truc de BTP. Ça existe. Je ne peux pas les chiffrer, mais il y a 2 sur 10, quoi, 20% de minots quand même qui vont avoir, ça va amorcer leur business. Il y en a. Il y a de ça. Hein. Donc ça, il y a quand même dans ce que je dis quelques gagnants quand même dans cette histoire qui vont s'en sortir. Voilà. J'ai une dernière question qui est liée aux travailleurs sociaux. On sait que c'est le ciment dans des quartiers, c'est ce travail de lien permanent des éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, des travailleurs de centres sociaux. Enfin, tous ces travailleurs-là, on sent quand même que dans la situation et dans la période, c'est compliqué pour eux. L'avenir paraît compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Souvent, quand je suis face à des travailleurs sociaux, ils sont désespérés. Ils sont désespérés pour 2 raisons. Ils sont désespérés pour comment ils sont traités. Parce que c'est vrai que les salaires ont baissé année après année, les formations de moins en moins. Et encore, vous n'êtes pas les pires. Hein. Les PJJ, c'est pas les pires. Hein. Mais il y a un désespoir par rapport au fait qu'on coupe les effectifs. La PJJ est concernée, hein, 500 à l'échelle de la France, vous prenez dans les dents. Hein. Donc, j'en ai parlé avec votre directeur qui est contre, il ne peut pas le dire, hein, c'est un directeur, mais la réalité, c'est que c'est un vrai souci. Donc, les travailleurs sociaux, ils sont désespérés par ça. Et là, par contre, ils ont raison. Et là, pour moi, la réponse, elle est que syndicale, et moi, je m'arrête là. Et la deuxième chose, ils sont désespérés parce qu'ils ont l'impression que ce qu'ils font ne sert à rien. Et moi, je pense l'inverse. Je pense que les simples éducateurs de sport qu'il y a à Marseille
sauve plusieurs dizaines de milliers de gamins par an. Et je ne parle pas de vous, qui êtes plus spécialisés. Je parle de simple mec, celui qui parle un peu mal, là, qui est vulgaire pendant les entraînements, moi, j'ai pas mis les petits au foot parce que je veux pas les pervertir. Mais pour autant, moi, j'ai mis les petits au rugby. Je peux pas les mettre au foot, ils sont tous débiles. Mais en attendant, il n'y a pas un éducateur qui rattrape l'autre, quoi. Mais en attendant, ils sauvent des minots en permanence. En permanence, ils font que ça tout le temps. Et ils s'en rendent même pas compte, ou ils s'en rendent compte, mais c'est permanent. Et donc, il y a le foot, il y a le rugby, il y a tout le sport, il y a ceux qui sont dans les trucs à l'écriture. Tout est utile, sans exception. Marseille, le département et même au-delà, une culture sociale liée d'abord au catholicisme social au XIXe siècle, puis aux communistes qui ont mis en place et qui ont réussi à s'unir au début du siècle dernier, au début du XXe, ils ont réussi à s'unir. Il y a même eu les prêtres oubliés de la Cabucelle qui ont fait qu'on a un tissu social qui, bien que amoindri, notamment par notre dernière conseillère présidente du département, qui est un énorme virus pour la ville, parce qu'elle a coupé toute subvention pour un clientélisme du pauvre. C'est le pire des clientélismes, celui-là. C'est celui où tu donnes très très peu à ceux qui sont avec toi. C'est pas avant à la Guérini où tu donnes à tout le monde et après venez tous, mais vous travaillez. Là, c'est juste à ceux qui vont mourir, tu leur donnes un petit peu, mais ils sont avec toi. Juste si on a autant de jeunes dans la galère aujourd'hui, dans la violence sociale, je dirais, c'est des gamins qui en 2014, il y a 10 ans, avaient 5 ans, qui aujourd'hui en ont 15 et qui n'ont pas eu les aides, les soutiens scolaires et compagnie qu'avaient leurs frères, enfin leurs aînés. Parce qu'en fait, quand Guérini s'en va et que l'autre arrive, on coupe tout. Et donc ça a été un facteur énorme. Et je le dis ouvertement partout parce que pour moi, c'est un problème majeur en fait. Et quand tu connais le banditisme qu'il y a derrière, tu as des questions à te poser. Et donc, un problème grave pour moi qui mériterait même d'aller aux tribunaux. Mais le rôle des éducateurs, il est absolument... en fait, vous n'êtes pas dans l'échec, vous êtes dans la réussite constante. Le problème, c'est que, évidemment, ceux qui reviennent, c'est ceux qui sont problématiques. Si je reste sur mes infirmiers, si un infirmier il se désespère à chaque fois qu'il va faire une plaie, il faut qu'il arrête ce métier, puisque de toute façon, il est là pour ça. Donc, ça va revenir. Sauf qu'aujourd'hui, finalement, il y a moins de gens qui meurent... de la gangrène qu'au 19e siècle avant la pénicilline. Donc en fait, c'est pareil. Vous, tant que vous ferez ce boulot, vous aurez affaire à ceux pour qui ça ne marche pas. Et donc il y a cette impression parfois être inutile, décourageant. La réalité, c'est que ça marche bien en fait. Ça ne marche pas un peu, ça marche bien. Et moi, là-dessus, il faut vraiment se rappeler que justement, le tissu social et le fonctionnement social et ce fonctionnement-là d'éducateurs, tout ça, c'est une grande force qu'on a en France. Et je ne suis pas certain que tous les pays aient ça. Après, voilà, il faudra avoir les moyens et pour ça, il faut se battre pour avoir ces moyens. Merci Philippe d'avoir répondu à nos questions. Et merci à toutes et merci à tous de nous avoir écoutés sur cette nouvelle émission de Martigues Décrypte, le son du peuple. On vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à partager l'épisode, à aller sur nos réseaux sociaux Instagram. Faites comme tout le monde, quoi. Diffusez l'information et en avant l'éducation populaire. Ciao.